pour reprendre très rapidement l'essentiel de la dernière séance, on avait travaillé à éclaircir le sens du terme Talmud et à essayer de distinguer le sens du mot de l'usage qui en est fait aujourd'hui. On avait lu le texte de Maïmonide, donc Rambam, dans lequel il parlait du Talmud comme d'une réflexion sur des données qui étaient transmises par la Bible et la Mishnah. Il y avait cette fameuse Gemara qui divisait en trois la semaine de l'étudiant ou l'étudiante juif ou juive, un tiers de Bible, un tiers de Mishnah, un tiers de Talmud ou Gemara, c'est l'équivalent araméen. Et Rambam, quand il reprenait ce passage du Talmud, Talmud au sens de texte, quand il reprenait ça, lui, il parlait du Talmud comme d'une sorte de réflexion, d'un mécanisme, d'une dynamique, on va dire, de réflexion, de questionnement. Il parlait de tirer des conclusions, de comparer les sources entre elles, etc. etc. Donc c'est un travail, le travail talmudique, on va dire, le travail du Talmud, c'est un travail qui est fait de tout temps et par tous les étudiants. Bien avant que le Talmud, le texte, soit posé par écrit, bien avant que ça devienne un corpus bien défini, même à l'époque de la Mishnah, on fait du Talmud. Talmud, ça veut simplement dire apprendre, en fait. À partir de ce qu'on a appris, réfléchir et continuer à apprendre. C'est aussi la partie, pourrait-on dire, personnelle. Tout le monde fait du Talmud. Alors voilà, donc ça c'était un peu, on va dire, l'essentiel. La semaine dernière, on avait vu quelques textes qui étaient plus ou moins en lien. Maintenant, quand on va donc parler, on va commencer à aborder la période talmudique. Ici, quand on va parler de Talmud, on va commencer à parler d'un corpus, justement. Alors, je suis un peu désolé parce que dans la description du programme prévisionnel, j'avais dit qu'on commencerait à parler de la période des Géonim. Et comme on a sauté une séance et que, on s'était un petit peu attardé dans la dernière séance sur la Mishnah, on va prendre encore une séance ou deux pour parler du Talmud. Et de toutes les façons, la période des Géonim va être dans la directe continuité des talmudistes, de la période des sages du Talmud, la période de la rédaction du Talmud. Donc quand on va parler de la période talmudique, désormais on va parler d'une période, premièrement, qui englobe ceux qui discutent sur la Mishnah, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de la clôture de la Mishnah, il va y avoir une période dans laquelle, qui va compter, on va dire, alors on a tendance à diviser en générations, 5 ou 7 générations, en fonction de si on est en Babylonie ou si on est en Palestine de l'époque. Donc en tout cas, entre le moment de clôture de la Mishnah et le moment de clôture du Talmud, du corpus talmudique, il va y avoir des gens qui vont discuter autour de la Mishnah et c'est leur discussion qu'on va mettre par écrit. Donc dans le Talmud, le corpus talmudique, on va avoir des personnes qui sont dans des bornes assez bien définies, on va dire du milieu du IIIe siècle jusqu'à peu près fin du Ve siècle de notre ère. Donc il y a ceux qui discutent et il y a ceux aussi qui rédigent le Talmud. Et ceux qui rédigent le Talmud ne sont pas forcément toujours nommés. Il va y avoir des instigateurs, on va en parler un petit peu, mais il va y avoir aussi des gens qui vont continuer le travail et qui eux vont être, on pourrait dire, plus ou moins anonymes. Et en fait, le travail de rédaction du Talmud va continuer après la clôture, on va dire, historique du Talmud constitue, alors on va essayer de nuancer, mais qui constitue à la fin du 5e, début du 6e siècle. Okay. Alors, en fait, depuis David Weiss Halivni, alors ce serait probablement à nuancer, mais on a tendance à considérer que la rédaction définitive du Talmud de Babylone, et je vais parler des distinctions entre Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem, on a tendance à considérer que la rédaction définitive du Talmud de Babylone, elle est plutôt au début du Moyen-Âge et pas vraiment, comme on le pensait avant, à la fin du 5e, début du 6e siècle. En fait, il y a une œuvre justement parce qu'il va y avoir des Savoraïm, littéralement ceux qui pensent, ou Stamaïm, la terminologie n'est pas toujours très claire, Stamaïm, littéralement des gens simples ou des gens comme ça, ou ceux qui n'ont pas de nom. Enfin, c'est une terminologie assez moderne qu'on emploie pour parler de ces rédacteurs
qui vont être postérieurs au début du VIe siècle et qui vont continuer le travail d'ordonnancement qui est commencé déjà au début du Ve siècle de notre ère pour continuer à codifier et à, on va dire, travailler sur les jointures entre les différentes strates, etc. Oui, hein. Juste la question, comme tu dis, ce ne serait pas comme on l'avait pensé au 5e ou 6e siècle, mais au début du Moyen-Âge, comme le début du Moyen-Âge, c'est aussi le 5e siècle. Oui. Ça irait jusqu'au 7e, 8e Ça irait, oui. Merci pour la question. Oui, ça irait jusqu'au 7e, 8e. Ouais. C'est jamais hyper clair en fait quand on parle de Moyen-Âge ou de haute antiquité ou de basse antiquité, enfin en fonction des chercheurs, ça peut vouloir dire un peu autre chose. Donc oui, tout à fait. On va dire ça pourrait aller jusqu'au 7e, 8e siècle. Il y aurait même des passages qui auraient été rédigés par les géonymes, c'est-à-dire les recteurs des académies de Sora et de Pumbedita. Bon, il y a un passage très connu du début de Maseret Kiddushin, du traité Kiddushin, qui aurait été vraiment assez tardif, genre 8e, 9e siècle carrément. Mais voilà, je pense que... Ouais, tu avais une question ? Je voulais juste confirmer pour être sûr d'avoir bien compris. Là, ce débat-là, il n'est que sur la mise par écrit. Sur les opinions qui sont citées, tout le monde est d'accord pour dire que ça serait le 5 ou la fin. On va dire que les personnes qui sont nommées, citées, elles sont historiquement... on sait plus ou moins quand elles ont vécu. C'est-à-dire, ça va entre, du milieu du IIIe siècle à plus ou moins la fin du Ve siècle, début du VIe éventuellement. On arrive assez bien, enfin, plus ou moins bien, à situer les gens qui sont à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'à partir de ce que je comprends en tout cas, à partir du VIe, déjà, on trouve beaucoup moins de noms de personnes qui prennent part au débat dans le Talmud, en fait. J'ai encore une petite question. Vas-y. Est-ce que, comme on dit souvent, par exemple, Rabbi Yosef Karo, c'est cette transition entre les Rishonim et les Acharonim, est-ce que le fait de dater plus tardivement la clôture du Talmud pose un problème quand on veut définir le début de l'ère des Rishonim? Tu vois, si on dit en fait, on pensait les Rishonim, c'est à partir de la fin du Xe siècle, c'est décalé. Est-ce qu'il y a un moment où coexistent des rédacteurs de la Gemara avec ce qu'on peut appeler nous des Rishonim? Les jointures, elles sont jamais hyper claires à définir. Mais comme tu dis, c'est-à-dire en fait, le gros du travail se fait quand même assez tôt. Et le travail de compilation, c'est-à-dire, mais on va en parler un petit peu, mais en gros, il y a quand même un gros du travail de rédaction, de mise par écrit des différents avis. Alors, peut-être déjà, je pense qu'on va arriver à répondre à ce que tu dis. Je commence juste parce que je ne sais pas si on est tous au même niveau, on est assez clair juste sur déjà le contenu, on va dire plus ou moins du Talmud. Peut-être que je donne un cadre, sinon on risque peut-être un petit peu de se perdre. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, et on va arriver je pense à répondre à la question de Myriam peut-être vers la fin, c'est commencer à poser un cadre assez simple. On va parler d'histoire, mais sans trop rentrer dans les détails. On va jeter un œil à quelques textes évocateurs dans lesquels on va deviner une sorte de petite fracture qui laisse apercevoir des strates ou des voix anonymes un peu différentes. En fait, ce que je vais essayer de vous montrer aussi, c'est que dans le Talmud, déjà pour commencer à essayer d'un peu le définir, c'est un corpus assez composite, on va dire, assez hétérogène, autant dans les contenus qui sont abordés, c'est-à-dire il y a des contenus, on va dire, plutôt normatifs, du contenu plutôt agadique, homilétique, qui touche plutôt aux légendes, etc. Donc il va y avoir une distinction entre Agada et Halakha dont on a déjà un petit peu parlé. Et il va y avoir aussi, à l'intérieur de cette rédaction de ce grand code de loi qui n'est pas juste un code de loi, il va y avoir des moments d'écriture différents. Et ça ne va pas forcément se remarquer parce qu'il y a une tentative d'unification qui est faite justement par les rédacteurs assez tardifs, 5e, 6e, 7e siècle, pour travailler sur précisément les jointures. On va poser les unes après les autres, on va faire dialoguer des sages qui n'ont pas forcément qui ne vivent pas forcément à la même époque, qui ont chacun leur avis, on va les faire dialoguer. Donc il y a des gens qui vont travailler à rédiger ces dialogues-là précisément.
qui eux ne vont pas être nommés, qui ne vont pas se mettre en avant, et qui des fois vont ajouter de la nuance, qui vont ajouter une conclusion, retrancher quelque chose. Et donc on va voir, quand on va travailler sur la continuité du texte, on va voir que des fois il y a une voix, il y a une voix qui va apparaître qui n'est pas celle qu'on pouvait apercevoir dans le débat entre les protagonistes, vous voyez, de la marloquette. Alors je disais tout à l'heure que c'était assez intéressant. Il y a José Costa dans un séminaire qui donnait sur je ne sais plus quel midrash. Donc José Costa, c'est un chercheur, il est à Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3. Il nous avait renvoyé vers un texte de Jeffrey Rubinstein, dont j'avais un petit peu parlé avant le cours, qui s'appelle Talmudic Astrology, donc astrologie talmudique, qui est une analyse d'un passage qui traite de l'astrologie dans le traité Shabbat en page 156a et 156b, et qui travaille précisément à découper, on va dire, le passage talmudique, à montrer en quoi les stamaïm, donc les voix anonymes, les rédacteurs anonymes, orientent les différentes discussions et en quoi ce travail de compilation, en fait, il est essentiel pour donner sa couleur, pour donner de la consistance aux débats qui sont évoqués, et comment d'une vision plutôt on va dire plutôt déterministe au départ, on arrive à une vision plutôt qui prône le libre arbitre, etc. En fait, il y a un travail sous-jacent qu'on ne voit pas forcément quand on lit la Sugya, mais en fait, il fait ce travail lui précisément de découpage. Donc, je l'ai mis sur le drive, Rubinstein, c'est RU, ouais, R-U-B-E-N-S-T-E-I-N. Je l'ai imprimé en un exemplaire. Vous pourrez vous le passer. Et sinon, de toute façon, sur le groupe WhatsApp, je remettrai le lien direct. Mais de toute façon, vous le trouvez sur le drive. Il est en anglais et c'est sympathique, pour avoir une idée de la vision rabbinique de, vous savez, le fameux En Mazal le Israël, enfin ce genre de choses là dont on entend parler, sur le terme Mazal aussi, ce que ça veut dire. Voilà, c'est un article assez intéressant que je mets au milieu. Et on va faire une loterie à la fin et celui qui gagnera aura droit à un article. Alors, donc on va réserver, comme je disais, une séance à une présentation peut-être plus détaillée historiquement qu'aujourd'hui. Moi, je vais essayer de donner, on va essayer de commencer à poser un cadre. Donc, il va y avoir aussi certaines généralités. Et sachant que c'est des thèmes qui ont été beaucoup travaillés par beaucoup de chercheurs, c'est pas du tout évident d'être exact. Donc, je n'aurai pas forcément réponse à tout, même s'il y a je suis sûr qu'il y aura de très bonnes questions, je n'aurai pas forcément réponse à tout. En tout cas, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de connaissances ici et qui pourront, d'ailleurs, n'hésitez pas à participer s'il y a des questions. Donc difficile de donner une définition du Talmud, comme on l'a dit. Donc contenu hétérogène, compilation, et aussi il y a deux Talmuds. Deux Talmuds, ici je parle de deux corpus talmudiques, et ils n'ont pas exactement la même couleur, le même caractère. Je vous ai parlé du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem. Il y a des contextes de rédaction qui sont différents, des modalités d'écriture qui sont différentes aussi. Quand on dit Talmud de Jérusalem, c'est pas forcément qu'il a été rédigé à Jérusalem, c'est qu'il a été rédigé en Palestine en fait. C'est pour dire Talmud Eretz Israéli en fait, le Talmud palestinien. Ouais, mais c'est pas. Sourate Palestina, Comment en Sourate Palestina, comment ça s'appelle? Si tu dis en Sourate. Le nom le nom que les Romains avaient donné à Syrie-Palestine. Comment ça s'appelle? Syria-Palestine. Syria-Palestine. Syrie-Palestine, ouais, je sais plus. Ouais. C'est le nom de la région de l'époque. Ah, ok. Oui, la région, c'était sous Adrien, je crois, que ça avait été renommé. Ouais. On avait parlé un petit peu, je sais pas, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ok. Alors, je voulais commencer par un petit détour, mais qui est en fait assez intéressant. J'ai hésité à synthétiser, mais je me suis dit il était extrêmement clair, donc autant le lire directement dans le texte. Le petit article de José Costa que j'ai commencé à distribuer. Alors, je l'ai imprimé en 4 ou 5 exemplaires. C'est un article qui s'appelle Rabbins géographes et géographie des rabbins dans le Proche-Orient de l'Antiquité tardive, de José Costa. Je l'ai mis sur le drive si vous voulez. Vous allez là dans le drive, dans la description du groupe WhatsApp.
le Drive et vous, dans les documents, articles et documents annexes, vous cherchez Costa. Ouais, Costa, et vous avez le texte. Sinon, de toute façon, moi, je voulais vous lire un ou deux passages qui, en fait, déjà vont nous donner un cadre historique intéressant. Alors, donc, donc comme j'ai dit, José Costa, donc, je suis un chercheur à Sorbonne Nouvelle, spécialiste du Talmud, et il parle dans son petit 2 de l'organisation géographique du mouvement rabbinique. Donc, on est autour, nous, la période qui va nous intéresser, donc la période du Talmud, c'est plus ou moins là déjà entre 250 et l'an 500, plus ou moins, d'accord ? Donc du milieu du 3e à la fin du 5e siècle. Alors je vais vous le lire, c'est une petite page, pas forcément besoin de tout retenir, mais je trouve qu'il posait les choses assez clairement. Alors, il disait comme ça, donc l'espace rabbinique est organisé autour de deux pôles fondamentaux, donc je suis au petit 2 là dans l'article, la Palestine et la Babylonie. Très vite, il va y avoir deux pôles qui vont se mettre en place. Ces territoires n'ont pas le même environnement politique et culturel. La Palestine est dominée par Rome et la culture hellénistique, tandis que la Babylonie et la Perse par la culture iranienne. Alors, vous voyez, dans les textes de la séance 18, j'ai aussi mis des cartes. Puis il y a deux cartes, vous allez voir en page 3 et 4. On pourra les regarder rapidement. Là, ce qui va nous intéresser, oui, bon, c'est deux cartes, une macro et une plutôt plus proche de la terre d'Israël. Donc, des cultures donc différentes. Tous les chercheurs aujourd'hui s'accordent à dire, alors c'est un article qui a été rédigé il y a 1 an et demi à peu près, quand il me l'a envoyé, il ne l'avait pas encore publié. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué entre-temps, mais bon, ça m'étonnerait. Tous les chercheurs aujourd'hui s'accordent à dire que le Talmud de Babylone est un ouvrage à part, qui diffère sur un grand nombre de points des compilations rabbiniques produites en Palestine. Donc il y a des différences en gros notables entre les deux Talmuds. Et je vais parler après des rédacteurs des deux Talmuds. Mais on va avoir le Talmud de Jérusalem qui va être rédigé plus tôt que le Talmud de Babylone. En gros, Talmud de Jérusalem, c'est quasiment contemporain de la compilation de la Mishnah. Et ça se fait par un certain Rabbi Yochanan, qui est un élève de Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah. Tandis que le Talmud de Babylone, c'est bien postérieur. Ça commence 1 ou 2 siècles après. Alors, même si bien des choses séparent ces deux pôles, on parle du pôle babylonien et du pôle palestinien, d'autres éléments contribuent à les rapprocher. Évidemment, c'est quoi ? C'est que dans les deux cas, on commente la Mishnah. Le Talmud de Jérusalem connaît les traditions babyloniennes, et le Talmud de Babylone connaît, alors à un degré évidemment plus important parce qu'il est postérieur, sa rédaction est postérieure, il connaît les traditions palestiniennes. Donc. Comme le souligne Daniel Boyarin, c'est un chercheur américain, chaque Talmud participe de sa culture locale, mais aussi de la culture de l'autre Talmud. Donc il y a une espèce de connaissance plus ou moins réciproque des traditions dans les deux camps. Alors, je ne vais peut-être pas tout lire. Le pôle palestinien est probablement le mieux documenté, le plus connu. La répartition dans l'espace des rabbins palestiniens a connu des évolutions significatives. En gros, le centre de gravité du mouvement rabbinique s'est déplacé de la Judée vers la Galilée, à partir du milieu du IIe siècle, donc après la révolte de Bar Korba, l'écrasement de la révolte de Bar Korba plutôt, et s'est déplacé aussi, ce judaïsme rabbinique, des campagnes vers les villes, à partir du début du IIIe siècle. À l'époque des Amoraïm, donc la période qui nous intéresse, à partir du milieu du IIIe siècle, les rabbins ou les sages sont essentiellement présents dans quelques grandes villes. Là, la petite carte, page 4, elle peut être intéressante. Donc quelques grandes villes, à Tibériade, vous voyez, donc on est dans le nord, on est dans le nord d'Israël, à Tibériade, à Séphoris ou Tsipori en Galilée, à Césarée. Alors Césarée ici n'est pas noté, mais c'est à peu près au même niveau que Beth Shean, c'est au-dessus de Jaffa, au-dessus de Tel Aviv. Et dans une moindre mesure, Lod. Lod, c'est un peu au-dessus de Yavne. Voilà. Dans les textes rabbiniques, les villes de Tibériade et Séphoris, qui sont proches l'une de l'autre, forment un véritable duopole, constitué par des liens économiques, ethniques et culturels, et marqué par des relations de rivalité entre les rabbins des deux villes. Ok. Ensuite, ça nous intéresse un petit peu moins, je commence le passage suivant, et c'est bientôt fini. Comme l'ont montré les travaux de Eschzer, alors je ne connais pas bien ce chercheur, mais ce qui nous intéresse, c'est la suite. Le mouvement rabbinique en Palestine n'est pas organisé autour d'un centre principal. On a longtemps cru en l'existence d'un tel centre, correspondant au siège du Sanhédrin, on avait pas mal parlé du Sanhédrin,
et qui auraient été successivement situés à Yavne, à Usha, à Betcheharim, à Séphoris, puis Tibériade, donc un Sanhédrin itinérant qui se serait déplacé. Mais bon, la réalité serait en fait plus complexe. Toujours selon ce chercheur, le judaïsme rabbinique est plutôt organisé en réseau. Les relations entre les rabbins sont d'abord des relations informelles de proximité, donc il n'y a pas forcément de centralisation du mouvement rabbinique. Et les rabbins qui ont le plus de contacts, notamment à longue distance, constituent les nœuds principaux du réseau. Un tel système ne peut fonctionner sans une culture de la mobilité. C'est vachement important parce que la formation des sages, des jeunes sages, se faisait souvent en se déplaçant, en allant même étudier plusieurs années chez le Rav, voire même en laissant sa femme, en ne revenant que quelques fois dans l'année, voire tous les je ne sais combien. Donc la mobilité était quelque chose de très important. Un tel système ne peut fonctionner sans une culture de la mobilité qui permet de relier les différents nœuds du réseau et de diffuser l'influence des rabbins dans les milieux juifs plus larges. Les rabbins les plus mobiles sont ceux qui ont le plus de relations et sont donc les plus puissants. Dans ce cas, c'est la mobilité des rabbins qui a rendu possible la continuité et même l'existence de leur mouvement pendant les 5 premiers siècles de l'ère courante. Bon, je trouvais que c'était une analyse intéressante. Il y a un dernier passage que je voulais vous lire qui est beaucoup plus court. C'est sûr. Alors, cet article, il parle en gros du rapport à l'espace des rabbins ou des sages de la Mishnah et du Talmud. Et il fait aussi pas mal de points sur la position des différentes académies, etc. Donc, c'est très intéressant à regarder. Je vais passer vers la fin. Il y avait un petit truc que je voulais vous lire sur la différence entre Talmud de Jérusalem et Talmud de Babylone. C'est la chose suivante. Alors, lui, il dit comme ça, et puis je vais rajouter des différences entre précisément le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Alors, déjà, avant de lire, donc comme je vous ai dit, Talmud de Jérusalem, c'est une œuvre qui est plus ou moins rédaction, donc qui est plus ou moins contemporaine de celle de la Mishnah, un tout petit peu postérieure, mais en gros, le Talmud de Jérusalem, et je vais parler un peu du contenu juste après, ce serait Rabbi Yochanan qui aurait initié sa rédaction. Donc Rabbi Yochanan, qui a vécu de l'an 180 à l'an 279. Alors en fonction des livres que vous consultez, les dates sont légèrement différentes. Il y a des bouquins où on va parler de l'an 190 à l'an 290. Bon, en tout cas, voilà, peu importe, c'est-à-dire fin du IIe siècle jusqu'à fin du IIIe siècle. Rabbi Yochanan ben Napaha, ou Nafra, qui serait donc l'initiateur de la rédaction du Talmud de Jérusalem, tandis que, donc autour du IIIe siècle, tandis que le Talmud de Babylone, comme je vous ai dit, c'est assez postérieur. Le Talmud de Babylone qui est quantitativement plus important que le Talmud de Jérusalem. Et il y a d'autres différences. Alors, parmi les différences que José Costa cite, c'est que le Talmud de Jérusalem a une tendance plus prononcée à défendre. Alors, et c'est pour ça qu'il dit que la géographie, c'est vachement important. Il va dire donc que l'histoire des rabbins est éclairée de manière nouvelle quand on met l'accent sur les facteurs aussi géographiques. Le Talmud de Jérusalem, par exemple, a une tendance plus prononcée à défendre l'unité de la loi, alors que le Talmud de Babylone est plus ouvert à la diversité halachique. Le Talmud de Jérusalem est cependant plus attaché à la diversité des coutumes, et le Talmud de Babylone moins tolérant quand la diversité halachique vient contredire la juridiction locale d'un rabbin. Il continue en disant qu'un certain chercheur qui s'appelle Hidari explique donc en grande partie ces différences par des arguments géographiques, et il continue en disant que le Talmud de Jérusalem est représentatif du judaïsme palestinien, Talmud Yerushalmi, influencé par les entreprises de codification du droit romain, sous influence, on l'a dit, gréco-romaine, la Palestine, donc influencé par les entreprises de codification du droit romain et constitué de communautés concentrées dans l'espace et attachées à leur tradition locale. Le Talmud de Babylone est lui aussi le reflet de son judaïsme porteur, beaucoup plus dispersé dans l'espace et où les rabbins exercent une plus grande emprise sur les communautés locales. Bon, alors, donc voilà, différents styles. On peut citer d'autres différences entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, c'est qu'il y a moins de Haggadot, l'aspect, on va dire, homilétique, toutes les légendes, tout le contenu qui n'est pas juridique au sens propre, on en trouve moins dans le Talmud de Babylone, on en trouve moins dans le Talmud de Jérusalem. Il y a moins de discussions aussi dans le Talmud de Jérusalem, c'est plus, on va dire, plus sec, c'est moins détaillé. Et puis, la langue n'est pas exactement la même. C'est des langues sœurs. Dans les deux cas, il s'agit d'araméen, mais
Une fois, c'est plutôt l'araméen occidental pour le Talmud palestinien, et une autre fois, c'est c'est l'araméen oriental pour le Talmud de Babylone. Après, toutes les petites nuances, voilà, pas spécialiste d'araméen, mais il y a quand même et on le sent, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude d'étudier le Talmud de Babylone a peut-être des fois un peu plus de mal dans le Talmud de Jérusalem et inversement. Dans le cas où il y a des contradictions, des traditions qui sont ramenées dans le Talmud de Babylone qui ne le sont pas, qui contredisent des traditions qui sont apportées dans le Talmud de Jérusalem ou inversement, c'est en général le Talmud de Babylone qui a préséance. Parce qu'il est plus étudié, parce qu'il correspond aussi, il est plus, on va dire, il est plus fini, plus terminé, et il a plus aussi connaissance, le Talmud de Babylone, les rédacteurs du Talmud de Babylone avaient plus connaissance des traditions qui sont rapportés dans le Talmud de Jérusalem parce qu'ils arrivent après, précisément. Voilà. Alors, pour ce qui est on va commencer aujourd'hui à parler donc de la première et deuxième génération des Amoraïm. Oui. Quand tu dis que le Talmud de Babylone est quantitativement plus riche que que le Talmud palestinien, est-ce que il y a plus de traités dans le Talmud de Babylone? Alors, je n'ai pas le nombre de traités précis du Talmud de Jérusalem, mais il y a 2 Sdarim qui ne sont pas traités, enfin qui ne sont pas... 2 Sdarim de Mishnah. 2 Sdarim de Mishnah qu'il n'y a pas dans le Talmud de Jérusalem. Il y a 37 traités, enfin 35 ou 37 dans le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem, je n'ai pas le nombre exact, mais il semblerait qu'il y en ait moins. Peut-être Sophie, tu as le nombre exact? Comment? 67 Mishnah, ouais. En Mishnah, mais en Gemara. En Gemara, il y en a 35 ou 37, mais de Gemarot, Talmud, Yerushalmi, je n'ai pas le nombre exact là tout de suite. De traités de Talmud de Jérusalem, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est quelques-uns de moins, il me semble. Ok, et quels sont les 2 Sédarim c'est Kochim et Taharot. Ah ouais, ok. Voilà. Et... Voilà. Alors, déjà qu'ils ne sont pas déjà très fournis dans le Talmud de Babylone non plus. Taharot, il n'y a pas de Gemara dessus, et Kochim, il y a quelques trucs. Taharot, il n'y a que des Mishnayot, c'est ça? Ah d'accord, il y a plus... Ok, oui, non, d'accord, ok, donc j'ai confondu. Mais quantitativement, en tout cas, au niveau du nombre de, je dirais, de la densité du nombre de pages, il y en a plus dans le Talmud de Babylone que dans le Talmud de Jérusalem. Ok. Mais, à revoir ce point-là précisément. Tu avais une autre question? Non. Non, je cru que... Ok. Oui, on pourra peut-être donner ce genre de détails aussi, revenir un peu là-dessus la prochaine fois. Alors, donc on a tendance à... Alors, donc je vous ai parlé très rapidement de Rabbi Yochanan, donc le rédacteur, qui a sa fameuse Chavruta, dont on va pas forcément parler, donc son fameux compagnon d'études qui est Resh Lakish, qui est un ancien... Alors, j'ai vu quelque part un ancien gladiateur, ou en tout cas un ancien chef de brigands, une horde de brigands ou quoi. C'est donc quelqu'un qui a fait Teshuvah, qui étudiait avec lui. Rabbi Yochanan et sa Chavruta, ils sont à Tibériade, d'accord, donc dans le nord d'Israël. Et Rabbi Yochanan, donc ce rédacteur du Talmud de Jérusalem, c'est un élève de Rabbi Yehuda Hanassi, et il aurait même fait partie de son Bet Din. Alors apparemment il y a des discussions autour de ça, donc c'est pas hyper clair. Mais c'est quelqu'un qui a appris dans l'école de Rabbi Yehuda Hanassi. Alors il y a un petit bouquin qui est intéressant, c'est pas forcément universitaire qui a fait ça, mais c'est très bien, c'est didactique, il y a des photos, des images, il n'y a pas des photos des Amoraïm, mais on va dire que c'est un ouvrage qui est assez bien fait, pour commencer en tout cas. Ça s'appelle Juifs et judaïsme, de 70 à 1492, c'est de Marianne Picard. C'est fait pour des adolescents, c'est fait pour des gens qui... À la base, c'est fait pour des écoliers, c'est l'histoire juive, mais c'est super bien si on commence. Donc voilà, je voulais l'amener pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet. Et puis ça se trouve dans les bibliothèques, dans les librairies juives en général. Ouais, je pourrais... Juifs et judaïsme, Marianne Picard, P-I-C-A-R-D. Et là, il y a plusieurs tomes, il y en a 3. Et là, c'est le tome 2 qui couvre de l'an 70 à l'an 1492. C'est assez sympathique. Ok, alors,
on a tendance à découper la période des Amoraïm en générations. J'ai fait passer une feuille ici qui vient justement du bouquin de Marianne Picard, qui est une feuille assez pratique, avec d'un côté les Amoraïm en Eretz Israël. Donc comme j'ai dit, on avait expliqué plusieurs fois le terme Amoraïm, donc c'est les 10 ans, ceux qui disent, ceux qui parlent sur la Mishnah. Donc les Amoraïm d'Eretz Israël de 228 à 400 et les Amoraïm de Babylonie, donc on va jusqu'à l'an 500. Ouais. Le découpage n'est pas exactement le même, le découpage par période n'est pas exactement le même à chaque fois. Évidemment, c'est des constructions a posteriori, c'est pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Et ça peut être intéressant, d'ailleurs, quand vous avez une marloquette dans la Gemara, de voir si les deux personnes qui discutent sont contemporaines l'une de l'autre. Des fois, c'est des personnes qui ont vécu à 100 ans d'écart, en fait, vous voyez. Et ça, des fois, ça permet d'éclairer pas mal de choses, en fait, quand on se rend compte qu'ils ne se côtoyaient pas. Voilà. Donc ça, c'est... donc il y a différentes... il y a pas mal de générations. Pour l'Amoraïm d'Eretz Israël, on a tendance à diviser ça en 5 générations. Avec, vous voyez, ici, Rabbi Yochanan, par exemple, dans les Amoraïm d'Eretz Israël, ils le mettent à la 2e génération. Rabbi Yochanan ben Napacha, découpage qui est différent du mien. Dans le cours de Rav Cherki, il parlait plutôt de Rabbi Yochanan comme faisant partie de la 1re génération des Amoraïm. Ça dépend aussi du moment où on considère que Rabbi Yochanan a vécu. Ouais. S'il a vécu jusqu'en 275, il fait plutôt partie de la 1re génération. S'il a vécu jusqu'en 290, plutôt de la 2e. Enfin, bref, ça dépend comment... C'est assez complexe d'être bien précis sur ces questions-là. Et pour les Amoraïm de Babylonie, on a tendance à découper ça en 5 ou 7 générations, ça dépend des bouquins. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur la 1re et la 2e génération, donc sur le tout début, et on essaiera d'aller plus loin lors de la prochaine séance. En Babylonie, il y a 2 figures, on va dire, essentielles, 2 élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, qui sont Rav et Shmuel, qui sont aussi 2 personnes qu'on va souvent discuter dans le Talmud de Babylone, et qui sont contemporaines, enfin qui sont des contemporains. Alors vous pouvez les trouver donc dans les Amoraïm de Babylonie, 1re génération, Rav et Shmuel, même si ils sont aussi allés en Palestine, donc en terre d'Israël de l'époque. Donc 2 figures importantes, Rav qui a plusieurs noms, Rav qui est aussi appelé Abba ou Abba Aricha, le grand Abba, ou Rabbi Abba bar Abba, Rabbi Abba fils de Abba. Ouais. C'était quelqu'un de très grand, donc on l'appelait le grand Rav ou le grand père. Aricha, c'est comme Arour. Arichta, ouais. Ouais. Rabba Aricha ou Rabba Arichta, le grand Abba ou le grand... voilà, c'était quelqu'un de très grand. Ouais. On appelait souvent les... Sous propre, quoi. Oui, c'était quelqu'un de grand, de taille. Quelqu'un de grande taille, qui est donc élève de Rabbi Yehuda Hanassi, et qui va fonder l'académie talmudique de Soura. Alors, est-ce que j'ai encore dans le document, donc dans la feuille de texte que je vous ai donnée pour ce soir, vous avez en page 3 une petite carte de la région qui n'est pas d'ailleurs en français. Enfin, les noms ne sont pas en français, c'est en espagnol, il me semble. Vous allez donc trouver en rouge ici le nom de la ville dans laquelle Rav, qui est donc élève de Rabbi Yehuda Hanassi, ville dans laquelle il va fonder son académie. C'est donc Soura. Soura, vous voyez, c'est donc à l'est de Jérusalem, la ville là qui est en rouge, qui est au sud d'une ville qui ici n'est pas nommée, enfin que j'ai rajouté en écrivant sur mon Word, qui est Nehardea, qui est un petit peu au nord-ouest, très proche de Soura, et qui, elle, est fondée par Shmuel. Shmuel, donc contemporain de Rav, qui est aussi appelé Shmuel Yarhinaa, Shmuel l'astronome, Shmuel l'astronome parce qu'il était astronome, en plus d'être Talmid Chacham, etc. C'était quelqu'un qui alors je sais pas exactement si c'était son... Je pense pas que ce soit un métier d'être astronome, mais en tout cas c'est comme ça qu'il était
qu'il était surnommé Shmuel Yarhina, qui lui va fonder Nehardea. Alors j'ai vu deux sources. Dans l'une, on dit qu'il a fondé Nehardea, dans l'autre, on dit qu'il est dans la continuité d'un certain Rav dont j'ai oublié le nom. Peu importe, en tout cas, c'est le grand personnage de l'académie de Nehardea, qui lui naît à la fin du IIe siècle et décède plus ou moins au milieu du IIIe siècle. Donc vraiment, voilà, contemporain de Rav. Alors donc, tous les deux, Rav comme Shmuel, vont naître en Babylonie, vont aller étudier chez Rabbi Yehuda Hanassi, et puis vont revenir en Babylonie. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est... Lui, il est dans le nord d'Israël. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi... Alors oui, en fait, ça dépend quand... En tout cas, dans la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi, parce que Rav, a priori, a connu... Alors, c'est vrai que si je parle de... c'est des contemporains de Rabbi Yehuda Hanassi, parce qu'on a dit que Rabbi Yehuda Hanassi est mort plus ou moins vers l'an 220-230. Donc Rav, lui, né en 175, et il va, je ne sais pas exactement à quel âge précisément il va chez Rabbi Yehuda Hanassi, mais Rabbi Yehuda Hanassi, donc il est en terre d'Israël. Tandis que Rav et Shmuel naissent tous les deux en Babylonie. Donc ils font, alors je ne sais pas combien il y a, ça se mesure en quelques centaines de kilomètres, je pense. Ils font le voyage pour aller étudier plusieurs années dans la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi. C'était dans quelle ville déjà ? Ce qu'on avait dit, c'était dans le nord d'Israël. Elle s'était déplacée. Lui, il était à Oucha, c'est ça ? Tibériade. Enfin, il y avait les villes. Je crois que ça s'est aussi pas mal déplacé. C'était entre, Beth She'arim, Tibériade, Tzipori, Oucha. Je ne sais pas s'il est resté au même endroit, mais en tout cas, c'est dans la région un petit peu au sud de Akko. C'est vraiment dans cet endroit-là, quoi, au nord d'Israël. Ok. La compilation, la compilation de la Mishnah, elle serait faite autour de Tibériade, quoi. Donc voilà. Alors quand Rav et Shmuel, ils sont allés étudier dans les sols de Rabbi Yehuda Hanassi. La Mishnah était déjà compilée, c'est ça ? Alors la Mishnah était, je ne sais pas si elle était déjà, en tout cas le travail de codification, de mise en ordre, avait été commencé, a priori. Si on dit Rav, quand il va étudier, il a la vingtaine, donc on est au fin du IIe siècle, tout début du IIIe siècle. Rabbi Yehuda Hanassi est déjà assez âgé, donc il y a lieu de penser que oui, le travail est déjà commencé. Il n'est pas forcément fini, mais le travail est déjà commencé en tout cas. Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a centralisé pas mal la connaissance, autant les personnes que la connaissance. Rav et Shmuel, ils ne sont jamais cités dans la Mishnah, si ? Non. Ah non, jamais, c'est ça. Ils ne sont jamais cités dans la Mishnah. Même si on dit que Rav, peut avoir un pouvoir de Tana, il peut éventuellement contredire, parce que c'est un quasi-contemporain des Tanaïm, donc il peut éventuellement contredire un Tana, parce que c'est la génération immédiatement antérieure. En général, un Amorat, à partir de Rabbi Yehuda Hanassi, tous ceux qui viennent après, c'est après l'an 230, on va dire, tous ceux qui ne sont pas cités dans la Mishnah ne contredisent pas la Mishnah, en général. Et ils s'arrangent, s'ils veulent la contredire, ils s'arrangent pour la réinterpréter. On avait dit que c'était une des façons de contredire la Mishnah, c'est que de dire qu'elle apparaît dans un cas hyper extrême. Suivant l'opinion d'un autre Tana qui... Oui, ou de dire cette Mishnah qui a l'air de parler selon une voix anonyme, en fait, elle est selon un tel qui a un avis qui a un avis éventuellement minoritaire, etc. Alors, sur Shmuel, je voulais vous montrer un petit texte qui est intéressant, que certains d'entre vous connaissent probablement. Donc, on est dans notre document, toujours de la séance 18. Alors oui, les yeshivot en fait, de Rav et Shmuel, elles vont éclipser celles de terre d'Israël. Vraiment, le centre juif va se déplacer. Et ça va être, on va dire, c'est l'étoile montante. Et d'ailleurs, il va y avoir pas mal de choses là-dessus, on va en parler probablement la semaine prochaine, pas mal de choses là-dessus dans les Talmuds, justement, où il va y avoir une espèce de compétition entre la terre d'Israël et la Babylonie, enfin entre les sages qui vivent en Babylonie et les sages qui vivent en terre d'Israël. Et il va y avoir des voix dans le Talmud déjà discordantes sur la place à accorder au judaïsme palestinien. Et entre les deux Talmuds aussi, il va y avoir des tendances
différentes. Mais d'ailleurs, José Costa en parle dans l'article que je vous ai donné. L'école de Rav Shmuel, donc c'est quand ils sont retournés à Nerdea. Voilà, c'est ça. Quand Rav il retourne en Babylonie, ils fondent l'académie de Soura, qui va exister pendant 7 siècles, beaucoup de temps, jusqu'à la période des Géonim, donc jusqu'à début de la période médiévale, du coup, on peut dire. Et l'académie de Nehardea, qui est reprise ou fondée par Shmuel. Alors, dans le texte 1, ce que je voulais qu'on voit, c'est rapidement, donc c'est une histoire sur Shmuel, et après, ça enchaîne sur c'est assez sporadique d'ailleurs, assez court, ça enchaîne sur une phrase pardon, pas sporadique, c'est laconique, une phrase du Talmud ou 2 phrases du Talmud qui vont en gros cloisonner et parler des 2 périodes, la période de la Mishnah et la période du Talmud, donc dans la directe continuité de cette description de Shmuel qui est faite, de Shmuel, du rapport qu'il avait à Rabbi Yehuda Hanassi. Alors je vais lire rapidement, donc texte 1. Alors Shmuel Yachina'a Asiye de Rabbi Hava. Donc Shmuel Yachina'a, Shmuel comme je dis, l'astronome, Yareach, Yerach, c'est la lune. Yachina'a, donc je ne vais pas dire le lunaire ou le lunatique, mais l'astronome, ouais. Asiye de Rabbi Hava, c'était le médecin de Rabbi, donc de Rabbi Yehuda Hanassi. Halash Rabbi Berené, un jour Rabbi il a eu mal aux yeux. Amarle Emle Larsama, il lui a dit je vais te mettre un onguent qui va te guérir. Amarle le Yachelna, Rabbi lui a dit je ne peux pas, j'ai trop mal. Eshtar Lach Mishtar. Dans ce cas, il lui a dit il y a tout un débat, comment il va le guérir. Et puis à la fin, il réussit à le guérir. Alors voilà, nous ça nous intéresse un petit peu moins. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le 2e paragraphe. Havakamistar. Ouais. C'est intéressant parce que le fait qu'il soit malade, c'est aussi ce qui fait. On parlait avant de l'endroit où il enseignait, Rabbi. Justement, il passe les dernières années de sa vie à Séporis parce qu'il était malade. Et que l'altitude, c'était comme aller à la cure. En fait. Oui, Tsipori, il y avait des eaux. Ouais. Donc le fait qu'il soit malade n'est pas du tout sans importance sur même le lieu où il se trouve. Ok. Merci pour la remarque. Oui, donc fin de sa vie, il y avait des cures thermales, c'est ça, à Tsipori, je crois. Il y avait quelque chose comme ça, si vous voulez aller visiter. Ok. Donc Shmuel, c'était devenu le médecin de Rabbi. Alors Havak Amitstar, il souffrait, Rabbi Yehuda Hanassi souffrait. De quoi? Havak Amitstar Rabbi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis la virgule au bon endroit. Havak Amitstar Rabbi les mismeche velo hava mistayra milta. Rabbi Yehuda Hanassi voulait donner la smicha à Shmuel, mais la chose n'arrivait pas. On n'était pas aidé. Il n'y avait pas de Siyata Ishmaïa pour la chose, ça ne se faisait pas. Amarle, il lui a dit, Shmuel a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, la lista armar, que maître ne se fasse pas ne se prenne pas la tête, quoi, ne souffre pas à cause de ça. L'Edidi Chazili Sifra d'Adam Arishon, j'ai vu, c'est un passage assez énigmatique, j'ai vu le livre d'Adam Arishon, de Adam le premier homme, où Ktiv Be, il est écrit dedans, Shmuel Yachina'a, Shmuel l'astronome, Hakim Yitkere, sera appelé Chacham, sage, mais Rabbi la Yitkere, mais ne sera pas appelé Rabbi. Ouais, donc il aura le titre de sage, mais il n'aura pas le titre de Rabbi. D'ailleurs, j'ai cru entendre que même en France, c'est quelque chose qui existait, où Chaim Korsia avait distribué le titre de Chacham à certaines personnes qui n'avaient pas de smicha, pour qu'ils puissent prendre en charge une communauté sans forcément avoir le titre de rabbin. C'est un truc que j'ai entendu il y a 10 jours, donc je vous le partage aussi. Apparemment, il y a cette appellation aussi en France. On peut la mériter si on... je sais pas. Voilà, apparemment, on peut se faire appeler Chacham aussi. Ve'asu des rabbis, c'est un truc que j'ai entendu à la synagogue. Je ne suis pas maître de la Shmoa. Ve'asu des rabbis al yado tehe. Et donc, ce qu'il a continué à voir dans ce livre de Adam Arishon, c'est que ce sera donc, c'est par lui que la guérison de Rabbi viendra. Et puis ensuite, ça continue, donc c'est intéressant. Rabbi et Rabbi Nathan, sauf Mishnah. Rabbi et Rabbi Nathan, c'est la fin de la Mishnah. Rav Haché et Ravina, sauf Hora'a. Rav Haché et Ravina,
donc c'est des personnes qui ont vécu à la fin du 4e et à la fin du 5e siècle de notre ère, évidemment. Ravashi et Ravina, Sophora, Ravashi et Ravina, c'est le moment de la fin de l'enseignement. Alors, quelques remarques. Déjà, vous voyez qu'il y a une sorte de, je vais pas dire de coupure. Alors, c'est pas hyper clair. Moi, quand j'ai vu ça, déjà, sans voir Rashi ou les commentateurs, j'ai pas très bien compris si c'était dans la continuité de cette espèce de, faut-il l'appeler une prophétie, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que c'était dans la continuité de la vision de Shmuel, que Shmuel a vu qu'il serait le sage, enfin le médecin de Rabbi, qu'il serait appelé sage, mais qu'il ne serait pas appelé Rabbi, et aussi que à la fin, enfin après son maître Rabbi Yehuda Hanassi, après son maître Rabbi, ce serait la fin de la période de la Mishnah, la période de l'enseignement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, ça aussi qu'il a vu, ou alors est-ce que c'est une phrase qui est rajoutée, qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit auparavant? Juste une remarque avant de regarder peut-être le commentaire de Rashi rapidement. Quand on dit ici sauf Mishnah, comme sur Talmud, on avait dit que Talmud ça peut être un corpus, mais ça peut être, c'est aussi un terme qui veut dire simplement apprentissage. Et il y a du Talmud, même quand il n'y a pas de Talmud, hein, c'est quelque chose qui existe en soi. C'est la même chose, a priori, pour la Mishnah. D'accord, Mishnah, ça veut dire aussi, c'est répétition, mais l'apprentissage répété des traditions orales. Donc quand ici on dit Rabbi Rabbi Nathan sauf Mishnah, ça ne veut pas forcément dire c'est la fin c'est la clôture de la Mishnah. C'est plutôt c'est la clôture d'un certain type d'enseignement. Désormais, on va enseigner différemment, on va apprendre différemment. Vous voyez, ici Mishnah, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le corpus. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que après on parle de Sof Hora'a. Ouais. Ravashi et Ravina, on ne dit pas Sof Talmud, on ne dit pas c'est la fin du Talmud au sens du corpus talmudique. C'est la fin d'un certain type d'enseignement. Alors ce qui est bizarre aussi ici, c'est que évidemment Shmuel, comme on l'a dit, il est mort au milieu du IIIe siècle. Ravashi et Ravina, ils sont morts au début du 5e ou à la fin du 5e siècle. Ouais. C'était les recteurs des académies de Soura, certains des recteurs des académies de Soura, cette fameuse académie, cette fameuse yeshiva qui avait été fondée justement par Rav, donc au milieu du IIIe siècle. Donc est-ce que Shmuel il a eu une prophétie en disant que Ravashi et Ravina, ça allait être est-ce qu'il a déjà vu que ça allait être eux les derniers dans la Hora'a, dans l'enseignement, dans l'apprentissage, c'est-à-dire ceux qui allaient mettre le pied à l'étrier, qui allaient commencer la rédaction du Talmud, la compilation du Talmud, ou est-ce que c'est une phrase qui est rajoutée ici? Oui, c'est pas, moi je suis pas encore hyper clair, alors je n'ai pas regardé tous les commentaires, etc., mais même dans Rashi, je ne suis pas extrêmement clair, et je regarder un peu Stenzal, Rashi, ce genre de choses. On peut lire Rashi très rapidement, et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Vous voyez, Rashi par exemple, dans son commentaire, donc je suis en bas de la page 2, alors déjà il dit sur Sifra de Adam Arishon, c'est quoi ce livre de Adam Arishon? Il dit She'era ou Akadosh Baruch Hu dor vesofrav, dor vedorshav, dor vechachamav. Rashi fait référence à un fameux midrash qui dit que Dieu a montré à Adam, au premier homme, chaque génération avec ses scribes, ses exégètes et ses sages. Ouais. Donc c'est pas très clair, est-ce que c'est une prophétie ou est-ce que c'est vraiment un livre? Enfin, je sais pas, non, dans la Gemara, c'est pas très clair. Et le Dibur HaMatril suivant, donc dans le passage suivant, Rashi commente la première partie de cette expression. Vous voyez, il commente Rabbi Rabbi Nathan Sof Mishnah, et là il fait son commentaire en disant Kolze Katuv les Sham, ou Kolze Katuv Sham. Tout ça, c'est écrit là-bas. D'accord? Donc, comme si Shmuel parlait jusqu'à la fin de cette phrase Rabbi Rabbi Nathan Sof Mishnah. Rabbi et Rabbi Nathan, c'est la fin d'un certain type d'apprentissage, d'un certain type d'enseignement, qui est le type d'enseignement mishnaïtique, on va dire. Et après, alors qui est-ce qui a écrit ça après? C'est peut-être un rajout. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée d'ailleurs, hein, mais soit Rashi, quand il dit Kolze, tout ça, c'est écrit dans le livre de Adam Arishon, il dit tout ça, c'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'à Ravashi Veravina Sophora, ouais, donc ce serait une forme de prophétie. Soit il dit que Shmuel a parlé jusqu'à
Rabbi Rabbi Nathan sauf Mishnah. Et dans ce cas, ce n'est pas une prophétie, mais dans ce cas, se pose la question, qui a rajouté la phrase qui suit? Ouais. Donc, selon cette hypothèse, selon cette deuxième hypothèse, que ce n'est pas une prophétie que fait Shmuel, et selon ce que Rashi a l'air de dire ou de ne pas dire justement, cette deuxième phrase-là, Ravaché Vervina Sophora, c'est le genre de choses qui peuvent être rajoutées par cette voix anonyme-là, et des gens, donc imaginons, au moins contemporains de Ravina et Ravaché, voire postérieurs. C'est-à-dire, je vais en parler rapidement de Ravina et Ravaché. Ravaché, c'est quelqu'un qui a vécu de l'an 325 à l'an 427, donc une centaine d'années. C'est lui qui aurait donné le coup d'envoi de la rédaction ou de la compilation du Talmud. Ouais. Ravina, alors il y a eu deux Ravina, mais en tout cas Ravina deuxième du nom, lui serait mort en 499, donc à la toute fin du 5e siècle. Et Ravina comme Ravaché sont les Rashi Yeshiva, donc les recteurs des académies, de l'académie de Soura. Donc ça, c'était un premier exemple que je voulais vous montrer, sur ces petites, des fois, dissonances. Il faut y être attentif, on va dire, sur les différences qu'il peut y avoir dans les voix des rédacteurs du Talmud. Et alors, je ne sais pas si on va lire, je ne sais pas si on a le temps de lire Rashi, peut-être début de la page 3 en haut. Ce qui est assez intéressant ici, quand Rashi explique, sauf Mishnah, quand il parle de la fin de la période de la Mishnah ou d'un certain type d'enseignement, il ne parle pas de rédaction, à aucun moment. Il dit, sauf Tanaïm, c'est la fin de la période des Tanaïm, Adi Mehen, donc sauf Tanaïm, à la fin des Tanaïm, désolé ici, je n'avais pas de traduction ni en français ni en anglais, donc j'essaie de lire et de traduire. Sauf Tanaïm, la fin de la période des Tanaïm, Adi Mehen Amrou, Ish et Dvara Bevet Amidrash, jusqu'à leur époque, chacun disait, entre guillemets, ce qu'il voulait, chacun disait ses propres paroles dans le Bet Amidrash, dans la maison d'études. Vayu Talmidim Gorsim Shmua Shmua Levada, et les élèves, ils apprenaient une tradition orale par une tradition orale, de façon, l'une après l'autre. Velo Ayu Masertot Storot, il n'y avait pas de traité qui était organisé, merci. Vesider Vekibetz à la Seder, et lui, il a organisé, réuni à la Seder selon un certain ordre. Vehem Kalelu Ha'amur Badorot Shelifnehem, et ils ont réuni, Rabbi Yehuda Hanassi et ceux qui étaient avec lui, réuni ce qui avait été dit dans les générations qui les ont précédées. Vesidro et Amasertot, il revient sur ce lien-là de Seder, d'organisation, d'ordonnancement. Sidro et Amasertot, Ve'acharehem Lo Yosifu et Lamerat. Et donc ils ont ordonné les traités, et après eux, on ne rajoutera qu'un petit peu. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, il ne parle pas de rédaction, il parle surtout d'organisation. Pour dire que c'est pas forcément hyper clair. Est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a concrètement mis par écrit? Est-ce qu'il a organisé, réorganisé? Quelle a été précisément la diffusion des écrits à partir de Rabbi Yehuda Hanassi, et qu'est-ce qu'on avait dans les maisons d'études à partir de Rabbi Yehuda Hanassi? C'est sûr que le rapport à la tradition orale n'a pas changé du tout au tout avant et après Rabbi Yehuda Hanassi, les choses se sont faites graduellement. En tout cas, voilà, chose intéressante, Rashi ne parle pas de rédaction, ici. Après, il y a peut-être d'autres endroits dans le chasse où il en parle, mais ici, il n'en parle pas. Il revient beaucoup sur le lien de Seder. Même chose pour Hora'a, quand il parle de la peur de la Gemara, on ne va pas lire dans les mots, on ne va pas le lire, il parle beaucoup de Seder aussi, d'organisation. Alors, sur ce truc-là de Lo Sifu Acharem Lo Yosifu El Amerat, vous voyez que Rashi laisse une sorte de porte ouverte en disant qu'après Rabbi Yehuda Hanassi, on continue à rajouter, mais pas beaucoup. Ouais. Alors, sur un exemple typiquement de rajout sur la Mishnah. Alors, j'ai montré très rapidement qu'il pouvait y avoir des petits rajouts dans la Gemara, vous voyez, sur cette phrase-là, Ravaché Veravina Sophora, qu'il y avait des choses qui étaient insérées comme ça, des fois, sans crier gare, on va dire, à l'intérieur des passages de la Gemara. Et dans la Mishnah aussi, il y a des passages comme ça, ils sont peut-être pas des masses, mais chose intéressante, c'est toujours intéressant à remarquer. À la fin de la Mishnah Sota, à la fin du traité Sota, donc en chapitre 9, Mishnah 15, le tout dernier paragraphe de la Mishnah Sota, donc Mishnah qui, rappelons-le, est censé avoir été compilé et plus ou moins rédigé par Rabbi Yehuda Hanassi, on parle de la mort de Rabbi
de Rabbi, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le prince. On parle de sa mort et en plus on a l'air de parler de sa mort comme si on avait une certaine distance avec sa mort. Je veux dire distance dans le sens de distance temporelle. Alors c'est une Mishnah qui commence par dire Mishemed Rabbi Meir, quand Rabbi Meir est décédé, Batel, Batlou, Moshle Meshalim, les gens qui étaient capables de faire des paraboles ont disparu. Et on fait comme ça une liste assez longue de ce qu'on perd à la mort de chaque sage. Je l'ai prise au milieu, hein, donc ça ne commence pas là où je l'ai découpé. Et on peut commencer à la deuxième ligne en hébreu. La traduction en anglais n'est pas tout à fait parallèle. Donc si vous lisez en anglais, vous pouvez le prendre à peu près du milieu. From the time when Rabban Yochanan ben Zakkai died. Ouais. Donc Mishemed Rabban Yochanan ben Zakkai, à partir du moment où Rabban Yochanan ben Zakkai est mort, Batel Ziva Chochma, la splendeur, la gloire de la sagesse a disparu. Mishemed Rabban Gamliel Azaken, c'est Rabban Gamliel qui arrivait ensuite. Batal Kvod Torah ou Metat Taora Oprishut, le kavod qu'on pouvait apporter à la Torah a disparu et la Tahara et la Prishut sont mortes. Bon, c'est un autre terme qui est employé ici. Mishemed Rabbi Ishmael ben Pavi Batel Ziva Keuna. Et ensuite, ce qui nous intéresse, Mishemed Rabbi Batla Hanava Veyiratret. Donc quand Rabbi est décédé, c'est la Hanava et la Yiratret, donc l'humilité et la crainte de la faute qui sont parties, qui ont disparu avec lui. Puis ensuite, ça continue. Donc c'est intéressant. Donc, a priori, les gens qui parlent sont au minimum contemporains de Rabbi Yehuda Hanassi, voire si on... Et d'ailleurs, quand on lit la Mishnah, elle a l'air d'être d'une assez belle continuité. C'est vraiment... on n'a pas l'impression qu'il s'agit ici de quelque chose d'inséré. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est dans la continuité de la Mishnah. Donc ici, cette Mishnah est très probablement, il me semble l'avoir vu quelque part, qu'elle aurait été typiquement rédigée bien après le milieu du IIIe siècle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont étudié en particulier cette Mishnah, Myriam, non, enfin, vous avez des indications historiques plus précises sur cette Mishnah. En tout cas, c'est-à-dire que ça a l'air clairement, celui qui écrit ici est dans une certaine distance temporelle par rapport à Rabbi. Ouais. À partir du moment où Rabbi est mort, il s'est passé ça et ça. C'est-à-dire que s'il s'est passé ça et ça, c'est que ça a mis quand même un peu de temps. C'est qu'on se rend compte que la génération d'après, il n'y avait plus ce que lui, il incarnait. Donc il y a logiquement au moins une petite génération d'écart. Enfin, il y a en tout cas un écart probablement assez important. Donc voilà, donc c'est toute une Mishnah et puis qui continue sur carrément une prière et machin. Et à l'intérieur même d'une Mishnah, il peut y avoir différentes strates aussi. Il peut y avoir des rajouts qui se font à 50 ans près, à 100 années près, etc. Donc ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer. Ça permet de se rendre compte donc, que autant la Mishnah que le Talmud, c'est des produits, on va dire, d'un contexte, d'une ambition de certaines personnes qui sont historiquement déterminées et qu'on peut, on va dire, pointer du doigt. Mais c'est aussi des amoncellements, c'est aussi des textes qui sont, on va dire, je sais pas comment dire, stratifiés, ouais. Autant la Mishnah que la Gemara. Et la Gemara probablement plus que la Mishnah quand même. Alors, c'était, je pense qu'on va... Alors moi je vois 10h20, mais je ne pense pas que ce soit la bonne heure. Ok, oui, non, d'accord. Je pense que si vous voulez bien, pour cette fois-ci, on va s'arrêter ici. Moi, ce que j'aimerais faire la semaine prochaine, c'est rentrer plus dans des détails historiques, parler des différents empereurs. Donc, on va avoir, vous voyez, là, pendant quand même quelques centaines d'années, on va avoir les deux pôles, le pôle palestinien, Jérusalem, et plutôt nord d'Israël, en fait, avec un certain dynamisme, et puis le pôle babylonien qui va monter à partir du milieu du IIIe siècle, jusqu'à, je ne vais pas dire occulter, mais presque le pôle palestinien avec certaines phrases assez fortes pour dire il est interdit de monter, enfin il va y avoir une vraie rivalité, un certain Rabbi Yehuda qui va dire il est interdit de monter en terre d'Israël,
sinon sous peine d'enfreindre un commandement positif. En Babylonie, pour les Gittin, pour les actes de répudiation, on est aussi fort qu'en terre d'Israël. Il va y avoir tout un tas de... On va dire une concurrence aussi, on va dire halachique, entre les deux endroits. Et assez vite, on va se concentrer quasiment exclusivement sur ce qui va se passer en Babylonie, parce que c'est en Babylonie qu'il va y avoir vraiment la continuité du judaïsme, on va dire, de l'époque du Talmud, va ensuite enchaîner sur celui qu'on appelle plutôt qu'on a tendance à appeler le judaïsme de l'époque des Géonim, littéralement les éminences, mais en fait ça va être relié simplement à un nom. Il faut que j'étudie un petit peu plus le sujet, mais des yeshivot qui étaient appelés yeshivot Geon Yaakov. J'ai plus les détails précis, je les ai quelque part dans mes livres là. Yeshivot Geon Yaakov, ce serait le nom des yeshivot qu'on va à un moment donner à ces académies, donc les yeshivot de la splendeur de Jacob, et ça va donner le nom de Géonim pour les recteurs de ces académies. Donc voilà. Alors, ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, c'était poser un cadre. On va garder, n'hésitez pas à garder la feuille de la généalogie là, des Amoraïm, à lire l'article de José Costa qui est éclairant, qui est très bien. Ça, ce serait vraiment bien que vous le lisiez. L'article de Rubinstein, c'est pour les plus volontaires, il est en anglais, il est un peu plus, on va dire conséquent. Donc on a donné quelques noms importants, quelques repères géographiques. Et donc voilà, on se focalise sur cette période-là entre l'an 250 et l'an 500, avec comme on a dit, deux pôles qui commencent à se figer. On a vu quelques textes qui me laissent deviner qu'il y a des voix dissonantes dans le Talmud, dissonantes, je parle temporellement, qu'il y a des fois des dissonances temporelles dans l'acte de rédaction, dans l'acte de lecture en fait, du Talmud ou de la Mishnah. Il faut être attentif des fois à certaines nuances pour en fait se rendre compte que s'il s'agit là d'un texte composite. Et donc voilà, là où les deux prochaines séances, on va essayer d'aborder un peu plus finement on va dire le contexte historique à proprement parler, donc contexte on va dire romain, emprise de l'Empire romain sur la terre d'Israël, emprise de l'Iran, de l'Empire sassanide sur les académies et sur le judaïsme babylonien. Et puis après, on va parler, on va être amené à parler du contexte musulman, à partir donc de l'Hégire, de la conquête musulmane de la Babylonie en fait. Et ça va avoir aussi pas mal de conséquences sur les œuvres des Géonim. Voilà. Donc on va s'arrêter là. S'il y a des remarques, n'hésitez pas. Des questions ou même des éclaircissements si vous voulez rajouter des trucs. Tu peux appuyer sur le bouton rouge.